Alors, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Là, ça va être sur une vidéo que moi j'avais trouvé très intéressante parce que j'avais parlé un peu de Mark Tuati et des fameux indices qui indiquaient que la crise allait être plus grave que celle de 2008 déjà et que clairement on était dans la merde. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas encore Mark Tuati, donc c'est un économiste qui est plutôt compétent là-dessus. Honnêtement, je suis très heureux de voir qu'il commence à être vraiment connu, parce qu'il est passé à la radio déjà lui. Donc voilà, honnêtement, c'est quelque chose que je trouve génial parce qu'il est grand temps que les personnes connues soient des personnes compétentes. C'est-à-dire que les stars, pour moi, elles servent à rien. Voilà, c'est juste des figurants complètement inutiles qui n'apportent pas grand-chose, hein, c'est juste du divertissement. Et voilà, donc ça c'est un truc, honnêtement, je trouve ça génial. Il est vraiment temps de faire en sorte que ce soit des gens compétents qui passent plus à la radio, à la télé ou ailleurs, peu importe, que des stars totalement débiles ou brainwashées, voilà. Donc on va y aller directement parce que sa vidéo fait quand même 27 minutes 15 et croyez-moi, il y a des trucs qui piquent. Moi, j'ai pas vraiment regardé, mais je sais déjà à quoi m'attendre. Voilà. Donc en avant. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver exceptionnellement un lundi, mais l'heure est grave, l'histoire s'accélère, énormément d'évolutions politiques, économiques et financières ces derniers jours, notamment sur notre belle France qui souffre de plus en plus, énormément de dangers bien entendu. Vous êtes très nombreux à vous inquiéter à juste titre, donc je vais répondre bien sûr à vos questions. Donc quelles sont ces évolutions? Alors bien sûr le nouveau Premier ministre, mais surtout la dégradation de la note de la France. Est-ce que c'est dangereux? On verra ça dans le détail tout à l'heure. Parallèlement, ce matin viennent de sortir des indicateurs avancés de l'activité. Eh bien ça confirme que la récession est bien là en France et même elle s'aggrave dans l'industrie. C'est assez dramatique, on le verra tout à l'heure, un plus bas depuis 2009. C'est dit. Ah, ça, je l'avais dit, hein. De toute façon, à partir du moment où le prix de ta palette à la revente diminue, en fait, c'est une preuve qu'il y a une baisse de l'activité industrielle. C'est indéniable. C'est l'offre et la demande. Il n'y a pas des palettes qui apparaissent d'un coup et qui font baisser les prix comme ça. C'est pas magique. C'est logique, forcément. S'il y a une baisse des prix, c'est qu'il y a une baisse de l'activité industrielle. C'est-à-dire une baisse des palettes qui sortent des entreprises parce qu'elles ont, si elles n'en rachètent pas, c'est qu'il n'y en a pas à sortir. S'il n'y en a pas à sortir, c'est qu'il n'y a pas de palettes qui sont remplies de marchandises. C'est tout simple, hein. C'est hyper simple en réalité. Évidemment, la catastrophe qui nous attend avec bien sûr derrière du chômage qui a déjà commencé à augmenter, qui va encore augmenter. Donc ça va avoir des impacts sur notre quotidien et parallèlement les taux d'intérêt de la dette publique qui continue d'augmenter. On est au-dessus des 3% sur le taux d'intérêt à 10 ans, donc des taux d'intérêt supérieurs à ce qui se passe bien sûr en Allemagne, quasiment un point d'écart, mais également ce qui se passe au Portugal et même en Grèce. C'est vrai que certains disaient non mais ça va pas durer, le taux français est passé au-dessus du taux d'intérêt grec, mais ça va repartir à la baisse. Eh bien non, ça dure. Ça fait déjà une dizaine de jours que le taux d'intérêt français est supérieur ou égal au taux d'intérêt grec. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui les investisseurs ne font plus confiance à la France. Ils estiment que la Grèce est plus crédible pour réduire son déficit que la France. C'est dire l'ampleur des dégâts, avec évidemment des conséquences pour la zone euro, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, la Banque centrale est intervenue pour soutenir la dette publique française. Elle a même baissé les taux d'intérêt, ce qui a d'ailleurs fait baisser encore l'euro. Donc là aussi, cette crise de confiance se généralise, d'où cette question France et zone euro, pronostic vital engagé. Et oui, je ne vais pas si loin que ça. J'aimerais bien sûr annoncer des bonnes nouvelles, mais aujourd'hui, il y a un vrai danger qui nous menace. Et malheureusement, encore une fois, l'histoire s'accélère. Ça pourrait arriver bien plus vite que prévu. Alors, on verra ça pour la bonne nouvelle, je dirais, de la semaine. C'est très compliqué d'en trouver une, mais elle est liée à ce titre. Vous verrez ça tout à l'heure. Je vous réserve la surprise. Il y aura bien sûr la question de la semaine. Là aussi, vous êtes nombreux à me voir poser sur l'évolution de l'or. C'est vrai que l'or a atteint des sommets historiques il y a quelques semaines. Maintenant, il baisse un petit peu, mais il se stabilise quand même sur des niveaux élevés. Est-ce qu'il faut continuer d'acheter de l'or ou pas pour se protéger? On répondra bien sûr à cette question avec toujours des graphiques réalisés sans trucage, comme vous le savez. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. On est à plus de 202 000
abonnés, c'est formidable. Donc continuez à mettre vos pouces vers le haut. Vous voyez, j'en bafouille tellement, je suis heureux. Merci à vous parce que ce succès, c'est bien sûr le vôtre. Mais on va commencer tout de suite parce qu'on se doit de dire la vérité. Et on va commencer justement avec ce nouveau Premier ministre, donc François Bayrou. Alors comme vous le savez, en 4 ans et demi, on a eu donc maintenant... Parce que ça c'est un truc honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Comment il y a beaucoup de gens en fait qui croient encore que tout va bien en fait. Moi je me demande si on vit dans la même France. Honnêtement, c'est même au niveau des lois et tout ça. Même quand je vois dans les commentaires, il y a des commentaires honnêtement, ils me font halluciner. Hein. Je me demande comment c'est possible en fait d'en être rendu là. C'est comment? Moi je me pose vraiment la question en fait. Il serait vraiment temps de se poser des questions et vraiment de réfléchir un petit peu, quoi. De mettre les neurones en marche, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes et clairement, que ce soit en tout, on est dans la merde, hein, vraiment dans tout. Pas que économiquement. Hein. Et on est pire que la Grèce, hein, bien bien pire. 6 premiers ministres, je crois que c'est un record hein, sur la Ve République. Alors ce qui est amusant, enfin amusant entre guillemets, c'est de voir que à chaque Premier ministre, il dure de moins en moins longtemps à Matignon. Alors on a commencé avec Édouard Philippe, bon évidemment il y a eu la pandémie, donc lui il a duré 3 ans et 2 mois. Ensuite Jean Castex, 1 an et 10 mois, moins de 2 ans donc. Puis Elisabeth Borne, là 1 an et 8 mois, quasiment autant que Jean Castex, mais après là ça s'est accéléré. Donc en janvier 2024 jusqu'à septembre 2024, Gabriel Attal, donc 8 mois. Michel Barnier ensuite, donc 3 mois. Et maintenant François Bayrou, combien de mois, combien de semaines? En fait, on n'en sait rien parce que, évidemment, une motion de censure est tout à fait possible dans la mesure où, pour le moment, il va avoir du mal à rassurer et à, j'ai envie de dire, fédérer. Et c'est tout le problème de base, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et ça, évidemment, c'est ce qui fait mal à la France. Et c'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, on est si peu crédible sur la scène internationale. Alors, on me dit, oui, mais vous inquiétez pas, M. Bayrou, il va faire le boulot, hein, parce que lui, il va fédérer, etc. Il va modifier la France. On avait déjà entendu ça avec M. Barnier, avec M. Macron également. Et on voit où nous en sommes aujourd'hui, malheureusement. Bon, donc je ne vais pas refaire son pédigré. Il a 40 ans de carrière politique. Il a tout fait, je crois, hein, comme poste, je dirais, au niveau public. Donc c'est vraiment quelqu'un de la sphère publique. Hein. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Est-ce que c'est un avantage? On ne sait pas. Il a bien sûr soutenu Emmanuel Macron en 2017. Il s'est présenté 3 fois à la présidentielle. Mais bon, ça n'a pas, je dirais, forcément marché pour lui. Alors, est-ce que, globalement, il peut sauver la France? On me dit qu'il s'intéresse à la dette publique. C'est vrai qu'il en a parlé lors de son investiture donc, à Matignon. Donc c'est bien, hein, il est sensible à l'explosion de la dette publique. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que là, ça commence vraiment à faire désordre. Ceci étant, n'oublions pas que depuis 2020 jusqu'à donc dernièrement, il a été nommé par M. Macron à un poste spécialement créé pour lui, donc qui était le haut commissaire au plan. C'est-à-dire qu'on avait un commissariat au plan qu'on avait supprimé, qu'on avait remplacé par France Stratégie. Puis finalement, on a quand même recréé un nouveau poste pour M. Bayrou. Donc c'est M. Macron qui l'a fait, évidemment, arrangement entre amis, comme vous le savez. Donc de haut commissaire au plan, avec un budget quand même de 1,9 million d'euros par an. C'est pas rien. Mais à l'arrière, s'il s'intéresse à la dette publique, on aurait pu croire qu'il allait faire justement des vrais programmes, etc. Or, je suis tombé presque par hasard sur un rapport du Sénat, justement sur ce haut commissaire au plan, qui nous dit qu'en fait, il n'a pas tellement émis de publication, moins d'une vingtaine de documents stratégiques. Alors donc, vous voyez, ça s'appelle donc « Et si le Covid durait ?» Ah ben oui, ça c'est sûr, c'est très important. Électricité, le devoir de lucidité, oui, ça on est tous d'accord. So what, comme on dit. Et alors, donc voilà. Et alors, c'est incroyable parce qu'il nous, encore une fois, c'est le Sénat qui dit ça, hein, nous dit que les notes sont peu fournies. Bon. En fait, vous avez compris que malheureusement, on ne résout pas les problèmes par ceux qui les ont créés, même si voilà. C'est juste ça, en fait. Ils se créent des petits postes entre eux, comme ça, ils peuvent continuer de sucer votre pognon, et puis voilà. Hein. Honnêtement, 1,9 million d'euros de budget annuel, il y a de quoi loger et nourrir du monde. Hein. Surtout qu'on a des SDF qui aimeraient bien avoir ce 1,9 million d'euros, voilà, ne serait-ce que dans des nouveaux centres d'accueil, en fait. Je veux dire, 1,9 million d'euros, tu as de quoi construire un truc correct. Hein. Mais bon, voilà. C'est ça. Hein. C'est que ça. Hein. Et en effet, on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Hein. C'est d'abord, tu brûles tout. N'est pas forcément responsable. Puis le coup de « et si le Covid durait ?» bien sûr que ça leur aurait fait plaisir. Hein. Ça, si le Covid avait duré encore plus longtemps, ça leur aurait plu, ça, malheureusement. Et concernant l'électricité, c'est pas de lucidité, c'est simplement de foutre du nucléaire, donc arrêtez vos conneries là-dessus.
tous nos mots, Ah, bien c'est entendu, ridicule. mais il aurait peut-être eu l'occasion parfois de lutter contre, et puis on voit que ça continue. C'est ça le drame, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit oui, il faut que les Français se serrent la ceinture. Non, ce n'est pas aux Français à se serrer la ceinture, ni aux ménages, ni aux entreprises, c'est à l'État, justement, à la puissance publique qui ne cesse de croître malgré la récession, malgré les difficultés économiques. Ça ne cesse d'augmenter, notamment sur les dépenses de fonctionnement qui explosent. Donc c'est ça qu'il va falloir réduire, et malheureusement, pour l'instant, j'ai envie de dire, on est mal parti, puisqu'on voit bien que on a envie de cette dépense publique, et que, enfin, du moins, les dirigeants ont envie de cela, hein, encore une fois. Et quand je disais la semaine dernière que, évidemment, on est tous coupables, bien non, bien sûr, c'est pas tous les Français, c'est ceux justement qui sont au pouvoir, parce que nous tous, hein, on veut contribuer justement au développement de notre pays en tant que chef d'entreprise, que salariés, je dirais que artisans, etc., commerçants et autres. Mais malheureusement, les dirigeants font exactement l'inverse de ce qu'il faut. Rendez-vous compte, hein, sur les 3 dernières années, donc avant 2024, ça sera pire je pense en 2024, les dépenses de fonctionnement de la puissance publique en France ont augmenté de plus de 15%, alors que les dépenses publiques totales de 12%. Donc c'est complètement fou. Quand ça va mal dans votre entreprise ou dans votre vie tout court en tant que particulier, vous réduisez vos dépenses de fonctionnement en attendant que ça aille mieux pour sauver justement l'entreprise, sauver votre famille. Et là, nous, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire ça va mal, c'est une catastrophe, et là, on continue d'augmenter les dépenses de fonctionnement. Il faut être sérieux là aussi, encore une fois. Il faut regarder la réalité en face. Donc on va avoir besoin évidemment de réduire cette dépense publique, mais disons-le, il n'y a aucune volonté politique, et c'est d'ailleurs pourquoi on a été dégradé en... Là, le truc, en fait, c'est qu'ils savent qu'ils vont même pas essayer de le sauver, en fait. Ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils essaient de chourer le maximum de pognon avant que la France crève. C'est tout simple, hein. Ah, croyez-moi, il n'y a pas besoin de réfléchir hyper longtemps, hein. C'est tout simple. C'est tu prends le maximum de pognon et tu te casses. Et c'est ce qu'ils vont faire, hein. Ah, ça, croyez-moi, ils vont pas rester. Ils vont pas rester, ou alors ils vont se planquer dans une villa avec 150 000 gardes privés, et puis voilà, hein. Ah, croyez-moi qu'ils vont pas rester, hein. Ah, dès que ça va se péter la gueule, ils vont se barrer avec le fric, hein. Honnêtement, je vois pas en quoi... j'ai du mal à comprendre comment les gens, ils n'arrivent pas à comprendre un truc aussi simple pourtant. C'est simple, hein, c'est vraiment les bases de la psychologie. C'est des trucs que tu peux apprendre en regardant ne serait-ce que des films ou à lire des bouquins, quoi. Honnêtement, j'ai l'impression que les gens, ils sont complètement drogués aux saloperies. Je sais pas comment c'est possible d'être aussi con, en fait. Moi, je me pose vraiment des questions, hein. C'est la base, ne serait-ce que... Même, c'est des trucs aussi simples que tu apprends dans la bande à Picsou, quoi. Les trucs, les Picsou Magazine et tout ça, c'est le genre de trucs que tu apprends là-dedans. C'est la base de la base du fonctionnement de l'humain, en fait. C'est hyper simple à comprendre, mais non. C'est en mode vraiment aveugle, quoi, ou les yeux crevés, quoi. J'ai vraiment du mal à comprendre. C'est incroyable. Moi, ça me sidère, hein, honnêtement. Et puis, c'est peu importe le parti politique, hein. Alors ça, même ceux qui pensent que le RN et tout ça, ça va sauver quelque chose, changera rien, en fait, malheureusement. Même s'ils étaient de bonne volonté, on va partir de ça, c'est pas la peine. Faut tout péter, en fait. C'est ce que dit en permanence François Xavier. C'est que malheureusement, faut tout cramer. Il n'y a rien à garder. Tu peux pas réparer un truc qui est irréparable. C'est comme le Sprinter. Le Sprinter, il est bon pour le bled ou la casse, c'est tout. Encore une fois, j'ai envie de dire, par Moody's. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, Moody's, c'était l'agence la plus sympathique. Vous savez qu'il y a 3 agences, Fitch, Standard & Poor's et Moody's. Moody's était la seule qui maintenait un AA2. Là, on est passé à AA3. Ça veut dire, en fait, c'est le dernier cran, donc avant de tomber en simple A. Donc, ce qui est le cas pour l'instant pour Fitch et Standard & Poor's. Donc voilà. Donc, pour l'instant... il n'y a pas péril en demeure, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le communiqué. C'est-à-dire, voilà, regardez bien, c'est assez fou, hein. Les finances publiques du pays vont être substantiellement affaiblies dans les années à venir, voilà, à cause de la fragmentation politique, et donc qui risque d'entraver la consolidation fiscale. Voilà, c'est évidemment très clair. Et donc Moody's nous dit qu'il y a une très faible probabilité que le prochain gouvernement, qui venait d'être nommé, réduise durablement l'ampleur des déficits budgétaires au-delà de l'année prochaine.
ben voilà. Donc on comprend bien que finalement, ce n'est pas du tout crédible. Alors, je vous ai fait justement un petit flashback sur la notation de la France, donc parmi les 3 agences, donc Fitch, Moody's et Standard & Poor's. Donc jusqu'en 2012, on était encore triple A, et oui, mais à partir de 2012, donc ça a commencé avec Standard & Poor's, le 13 janvier, on est tombé à double A, le 19 novembre pour Moody's, vous voyez que c'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Il n'y a que Standard & Poor's et Fitch qui ont les mêmes notations. D'ailleurs, Fitch avait maintenu le triple A en 2012, il a commencé à dégrader seulement en 2013. Et puis alors après, évidemment, ça se dégrade de plus en plus. Et donc là, on voit bien que finalement, vous voyez, jusqu'à présent, Moody's avait une meilleure note, entre guillemets, que Standard & Poor's et Fitch, qui était déjà à double A-. Donc c'était AA2. Maintenant, ça y est, il passe à AA3. Donc comme AA-. Donc c'est voilà, là, c'est AA2, c'était l'équivalent de double A. Donc là, maintenant, on est à peu près sur le même niveau pour toutes les agences de notation, donc AA-, perspective stable pour... Alors ça, je me souviens plus, qui c'est qui avait fait ce truc, je sais plus, si c'était Raptor Dissident, quelque chose comme ça. Alors oui, alors on vous enlève un grand A pour vous mettre un petit A, c'est totalement débile ce système de notation. Même encore une fois, c'est du gratte-papier qui ne sert absolument à rien. On s'en bat les couilles de savoir qu'on est dans la merde. On voit qu'on est dans la merde. Il n'y a pas besoin d'un abruti pour faire les calculs et le dire. Moi, je le sais. Ou alors, peut-être que les gens sont tellement cons qu'ils ont besoin d'autres gens pour faire les calculs à leur place. Moi, c'est un truc que je trouve de malade. Encore une fois, c'est du gratte-papier qui ne sert à rien. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas ça, ils s'en sortaient très bien. Même à l'époque, tout ce qui est révolution industrielle, il n'y avait pas ce genre de truc. Il n'y avait pas besoin. Moi, ça me tue honnêtement, c'est du gratte-papier, mais ça sert à rien, ça produit que dalle. Ces gens-là, ils ne produisent rien. Ils ne construisent rien. Ils ne produisent rien. Ils transportent rien. C'est littéralement inutile. Tu pourrais les virer de la société, ça changerait que dalle. C'est ça qui est absolument fou, c'est comment est-ce qu'on peut avoir autant de trucs qui ne servent à rien. Même dans le monde, ça sert à que dalle, c'est inutile, littéralement inutile quoi. On a une bourse, pareil donc pour Moody's, mais pour Fitch, AA- avec perspective négative. Donc je pense qu'il peut avoir une dégradation assez rapide. Ce qui est surprenant aussi pour Moody's, c'est qu'elle a donc dégradé en dehors de ces réunions normales de notation de la France. Donc ce qui veut bien dire qu'il y a un petit mouvement de panique qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Les agences de notation se disent « bon bah là les enfants, on ne peut pas continuer à fermer les yeux, il faut quand même qu'on maintienne un certain niveau de crédibilité ». Donc il peut avoir des nouvelles dégradations. Je pense que la prochaine, elle sera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, s'il n'y a pas justement de budget sérieux pour 2025. Ce qui malheureusement risque d'être le cas, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le budget de 2025, ça va être celui de 2024. Mais comme il y a moins de croissance en 2025 qu'en 2024, ça veut dire qu'il y aura plus de déficit, sauf s'il y a une loi rectificative. Mais faut-il qu'elle arrive, encore une fois? Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on aura un déficit public d'au moins 6,5% donc en 2025. Donc ce qui veut dire que là aussi, on pourrait avoir des dégradations intempestives, surprises, comme celle de vendredi. Je pense que Fitch peut passer en simple A. Et là, vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce que ça va changer? C'est très important, parce que là, je vous ai mis donc le détail des notations, en fait, comment ça se passe. Alors voilà, en fait, il y a plusieurs types de qualités. Donc, en fait, pour l'instant, la première qualité, c'est bien sûr triple A, donc pour toutes les agences. Deuxième qualité, c'est donc haute qualité, donc double A. Et après, à partir de simple A, on passe dans ce qu'on appelle la qualité moyenne. Donc si on est simple A, c'est qualité moyenne supérieure. Mais évidemment, c'est déjà très mauvais. Donc ce qui veut dire que pour beaucoup d'investisseurs financiers, donc notamment de banques, de compagnies d'assurance, de caisses de retraite, qui sont obligés d'acheter donc de la dette triple A ou double A, dès qu'on passe simple A, alors non, là on n'est plus dans le cahier des charges et donc on n'achète plus notre dette. Le problème c'est qu'en 2025, l'État français, il a déjà annoncé, va devoir émettre 320 milliards d'euros de nouvelles dettes, de nouveaux bons du Trésor. Donc si on passe à simple A, on va avoir du mal évidemment à... En fait voilà, là je vais vous expliquer un truc qui est hyper simple. En fait, les 320 millions qui vont être empruntés, c'est de l'argent qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est créé comme ça. C'est pas de l'argent qui existe dans le monde. C'est littéralement de l'argent qui est créé, qui apparaît par magie. J'espère que vous comprenez ça.
que c'est de l'argent qui apparaît par magie, qui est sorti, voilà, pouf, il y a 320 milliards qui apparaissent comme ça. C'est pas de l'argent qui est en biens, qui est en or, qui est en entreprise, qui est en investissement, c'est de l'argent qui apparaît par magie. Donc imaginez, vous avez, je ne sais pas, vous prenez, allez, un truc tout simple, vous allez prendre un océan, voilà, donc vous avez l'océan, voilà, c'est juste une immense flaque d'eau, hein, un océan c'est ça, vous prenez de la flotte qui apparaît d'un coup, plouf, voilà, qu'est-ce que ça fait à votre avis? Ben, l'océan forcément, et qu'est-ce que c'est cet océan? Et ben, c'est l'inflation. Voilà, c'est hyper simple. Vous ajoutez de la flotte dans l'océan, ça monte, donc forcément tout augmente avec. Donc là, vous allez avoir votre inflation, c'est le niveau de l'océan, on rajoute de la flotte, c'est-à-dire de l'argent, et c'est une boucle infinie. Croyez-moi, c'est méga dans la merde. On est méga dans la merde, parce qu'encore une fois, ça va être de l'inflation en plus, parce que c'est de l'argent qui apparaît par magie. En fait, plus il y a d'argent injecté dans le système, plus l'argent déjà existant perd de sa valeur. C'est-à-dire que le truc de base, plus il y a de quelque chose, moins ça vaut. Donc voilà, c'est comme si on avait de l'or qui tombait du ciel et qui apparaissait dans le monde comme ça. En fait, l'or serait obligé de diminuer en valeur. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'est l'argent, le truc le plus basique du monde. Voilà, pour faire méga simple. Attirer les investisseurs ou alors on va devoir leur servir un taux d'intérêt de plus en plus élevé et c'est là que ça va faire mal parce que si le taux d'intérêt augmente, ça va générer bien sûr plus de charges d'intérêt de la dette pour l'État français et ça va surtout casser l'activité économique. Donc voilà le danger. Alors après, on n'en est pas encore là évidemment parce que ce que je mets au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, c'est sûr. Après il y a qualité moyenne inférieure, donc c'est triple B, après spéculatif, très spéculatif et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça peut néanmoins aller très vite. Hein. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure, aujourd'hui on a du triple B+, par exemple pour le Portugal, alors que finalement il a, je dirais, il est bien, il fait beaucoup plus d'efforts que nous. Donc voilà, quelques pays évidemment, il n'y a que 9 pays qui sont toujours triple A pour l'instant, Allemagne, Australie, Allemagne en triple A, oh mon Dieu. Alors là la blague quoi. En vrai ils sont méga dans la merde aussi, faut pas rêver. Hein. J'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'ils soient pas dégagés. Danemark oui, Australie oui, alors l'Australie honnêtement ils gèrent. Norvège aucun doute, Luxembourg, Pays-Bas, Singapour, aucun problème. Suède, pareil. Suisse, pareil. États-Unis en A+, non. Non, ils sont méga dans la merde. Canada, c'est pareil. Le Canada, c'est... Eux, ils sont en train de se cracher à cause de leur Trudeau complètement débile, là. Taïwan en AA, oui, ça, c'est pas étonnant. Parce que Taïwan, lui, mine de rien, c'est l'inverse. Lui, il fait... Il est en train de remonter un petit peu. Nouvelle-Zélande, c'est pas étonnant. Et ce qu'il y a derrière sa main, ça va être l'Autriche, Paris. Norvège, ouais, voilà, Pays-Bas, Singapour, Suède et Suisse. Selon Fitch, hein, là j'ai mis la notation de Fitch parce qu'il y aurait trop de notations. Et je pense que c'est Fitch qui va dégrader en premier la note de la France. Voilà, après, on a donc haute qualité. Pour l'instant, la France est toujours là. Vous voyez, avec le Royaume-Uni, la Belgique. Même la Belgique risque de souffrir. Et après, on passe à simple Belgique, A. Ils sont en train de couler, évidemment. Hein. Donc là, vous voyez, la Chine, par exemple, est simple A, ou l'Espagne, ou la Pologne. Et ce qui est surprenant, c'est que, vous voyez ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, le Portugal est triple B+, alors qu'ils ont un excédent public. Yep. Au Portugal, ils sont mieux qu'en France. Hein. Niveau dépenses et tout ça, ils sont mieux que nous. Croyez-moi, ils devraient être plus élevés là. Ils ont réduit leurs dettes. C'est quand même pas très sérieux tout ça. Donc, mais toujours est-il que y a une sorte d'injustice, puisque la France mériterait justement, alors peut-être pas d'être au niveau du Portugal, mais ne mérite plus en tout cas son double A, et c'est imminent, donc c'est ce qui va malheureusement nous arriver, et ce qui va générer à ce moment-là une augmentation des taux d'intérêt. Alors pourquoi on ne mérite plus ce double A ? Notamment parce que notre déficit public ne cesse d'augmenter. Vous voyez que là, c'est juste les chiffres du deuxième trimestre 2024. Ça sera pire pour l'ensemble de l'année 2024. Mais la France est le pays aujourd'hui où il y a le plus de déficit public dans la zone euro. Vous voyez qu'on est à 5,5%. Encore une fois, ça c'est au deuxième trimestre par rapport au PIB. Sur l'ensemble de l'année, on sera à 6,5%. Donc le plus mauvais résultat de... Vous imaginez un déficit, c'est-à-dire que on achète plus qu'on ne produit. 6,5%. C'est des milliards et des milliards, c'est en dizaines de milliards là que les pertes, en fait là, c'est littéralement une hémorragie, on s'est ouvert les veines là. Hein. 6,5%, c'est gigantesque. Vous n'avez vraiment pas idée. Ouais, 6,5%. Ah non, non, mais c'est
C'est incroyable, c'est gigantesque. Vous n'avez pas dit, regardez l'Italie. L'Italie, ils sont qu'à 3,4 et l'Italie, ils sont dans la méga, ultra, giga merde. Ne serait-ce qu'il y a d'autres pays, là je vois la Belgique aussi, ils sont dans la méga merde. Et on est pire qu'eux, on est encore pire que ça. C'est un truc de fou, même pire que la Croatie. Et la Croatie, ils sont dans la giga merde également. Vous n'avez vraiment aucune idée d'à quel point on est dans la merde. L'ensemble de la zone euro, ça fait vraiment désordre. Donc, vous voyez que par exemple le Portugal, ils sont en excédent de 2,6%. Yep. Vous voyez, donc même la Grèce, ils sont en léger excédent. Donc on est très très loin. Voilà, on a également l'Allemagne qui est donc autour des 2,4. Donc ce qui veut dire que finalement on a cette réduction du déficit public. C'est pour ça, c'est ce que je disais plus tôt, le fait que l'Allemagne soit plus haute alors qu'ils sont à moins 2,4, non. Tu peux pas avoir un pays qui se casse la gueule qui est bien noté. Pour moi, c'est pas possible. C'est totalement du foutage de gueule. Alors, je sais pas encore une fois s'il y a de la corruption par-ci par-là. Ça, c'est très fort probable. Hein. De toute façon, maintenant, aujourd'hui, il doit y avoir tellement d'argent qui passe sous la table. Honnêtement, il y aurait de quoi soulever la table. Hein. Donc, voilà. Ou alors, je sais pas, il y a des trucs qui se passent sous cette table, mais j'ai pas envie de savoir en tout cas. Mais voilà, c'est pour ça que... Non, un conseil, hein. C'est n'entretenez aucun espoir que ça s'améliore. Hein. Faites vos réserves. Faites vos réserves. C'est là, vous vous rendez pas compte. C'est pas vos quelques petits milliers d'euros qui vont vous sauver. Hein. Ah, c'est pas ça qu'il vous faut. Hein. C'est des dizaines de mille. Hein. Croyez-moi, c'est vraiment des dizaines de mille, des réserves sur 1 ou 2 ans même. Déconnez pas avec ça. Vraiment. Vraiment, ça va vous coûter cher. Voire même la vie ou celle de vos proches. C'est vous qui voyez, hein, vous faites votre choix. Qui est possible, sauf pour nous les Français, où on augmente. Idem sur la dette, vous voyez que la dette publique, alors il y a toujours évidemment plus que nous. Il y a la Grèce qui a 163% du PIB, l'Italie 137%, mais nous après 112%. On aura les chiffres de la dette publique du 3e trimestre ce vendredi, donc évidemment la semaine prochaine. Regardez-moi ça. La Bulgarie est meilleure que nous. Estonie, hein. Pourtant, il y en a beaucoup qui considéreraient ces pays comme littéralement pourris. Hein. Mais bah, ils sont meilleurs que nous là. Hein. C'est bien triste, mais quand tu te fais coiffer au poteau par des pays qui sont presque considérés du tiers-monde, bon, bah, ça la fout un peu mal. Hein. Puissance mondiale, mon cul. Hein. Honnêtement, la France, c'est un paillasson. Hein. C'est là, clairement, moi, je marche dans une bouge et je me frotte les pieds dessus. Hein. Regardez-moi ça, quoi. La Slovénie est meilleure que nous, Chypre meilleur, Hongrie meilleur, Croatie meilleur, Malte, Lettonie. Je veux dire, qui dans sa vie entend parler de la Lettonie, quoi? Qui dans sa vie entend parler de la Lettonie ou de la Tchéquie? C'est un truc de malade. C'est à quel point la France est à chier aujourd'hui. C'est une blague. Honnêtement, c'est un pays du tiers-monde. On en parlera dans notre vidéo, certainement d'ailleurs le lundi, parce que le mardi, ça sera le 24 décembre, donc on fera également une vidéo le lundi. Toujours est-il qu'on voit bien que le Portugal, qui était devant la France, évidemment, a réduit sa dette. Et donc justement, si on regarde la variation de la dette publique le Portugal, depuis 2020, ils n'ont pas déconné. La France, c'est un des pays qui a le plus augmenté sa dette publique. Il y a l'Estonie et la Finlande, mais ils partaient de relativement bas, alors que la France, évidemment, on a eu 14 points d'augmentation de notre dette publique par rapport au PIB, alors que si on prend, vous voyez, la Grèce a réduit sa dette publique de 21 points de PIB. C'est ça qui est dingo, c'est que la Grèce, ils sont déjà en train de corriger le problème. C'est bon, hein, la Grèce, ils sont littéralement en train de se sauver le fion. Hein. Le Portugal, c'est pareil. Hein. C'est ça qui est dingue, c'est que ça leur a pris quoi, 1, 2 ans? Même pas 2 ans? 2 ans et c'est bon, ils sont déjà en train de remonter. Et voilà, et nous on chute, on continue de tomber. C'est-à-dire que la Grèce, ils sont tombés assez bas. Là, ça va, ils sont en train de remonter, donc c'est bon pour eux, il n'y aura plus de problème maintenant. C'est tranquillement, ils vont remonter. Et puis dans 10 ans, la Grèce, c'est bon. Hein. Même voire moins de 10 ans. Hein. Déjà, dans 5, 7, 8 ans, 7-8 ans, c'est bon. Dans 7-8 ans, ils sont de nouveau en forme. Alors que nous, par contre, croyez-moi, on va être la corde au cou. Hein. Là, ça va chialer. Parce qu'en fait, plus le problème continue comme ça, c'est-à-dire plus ça tient, plus la bulle tient, et pire ce sera. Pire ça sera. Le Portugal
de 15,5 points de PIB. Donc ils ont fait des efforts, encore une fois. Donc voilà pourquoi la France, c'est l'un des rares pays, non seulement on est très élevé en termes de dette publique, mais c'est nous qui augmentons le plus notre dette publique. Et ça, c'est évidemment particulièrement dangereux, d'où cette défiance des investisseurs et cette sanction des marchés qui, pour l'instant, encore une fois, est limitée. Parce que la Banque Centrale Européenne fait tout justement pour éviter le pire. C'est un des rôles qu'elle s'est attribué en disant on ne veut pas qu'il y ait trop d'écart de taux d'intérêt entre les différents pays de la zone euro. Elle pensait plutôt, entre guillemets, aux pays du Sud, mais maintenant c'est la France qui est menacée. Donc et ça maintenant, c'est basiquement la France, ça c'est quelque chose qui est dingo, mais la France, elle file mine de rien énormément de pognon à l'Europe. Et ça, croyez-moi, la France, quand la France va couler vraiment, il y a de grandes chances que l'Europe gobe. L'Europe va gober aussi, hein. Croyez-moi, tout le monde va y aller, hein. Ça va être le Titanic, hein. Sauf que là, c'est un Titanic qui fait des centaines de kilomètres de long, quoi. Donc vous imaginez, il y a un compartiment qui pète, qui prend la flotte. C'est fini. Pourquoi elle intervient? Ce qui n'est pas dans son rôle, encore une fois. Je pense que Mme Lagarde fait un bon boulot pour faire plaisir à M. Macron, mais ce n'est pas, encore une fois, dans son rôle. C'est très dangereux ce qu'elle ferait parce que ça va évidemment nuire à la crédibilité de l'ensemble de la zone euro. Et donc, regardez, d'ailleurs, ça ne marche pas tellement bien puisque ça, c'est le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. On est toujours au-dessus des 3%, putain, malgré le soutien de la BCE. Les Allemands sont autour des 2,1-2,2%. Donc, on a bien cet écart de 80 points de base, 0,8 points, quasiment 1 point d'écart sur le taux d'intérêt à 10 ans entre la France et l'Allemagne, ce qui montre l'état de défiance malheureusement à l'égard de l'État français. Encore une fois, oui, l'Allemagne est en meilleure forme que nous là-dessus. Je dis ça parce que c'est une réalité économique et qu'il faut arrêter de mentir aux Français. Regardez l'écart de taux avec le Portugal. Il y a quelques mois, j'avais dit, ça y est, le taux français est passé au-dessus du taux d'intérêt portugais. On m'a dit non, mais ça ne va pas durer. Si ça dure, en plus, ça s'installe. On a quasiment 40 points de base, 0,4 points d'écart, donc de plus sur le taux français que sur le taux portugais. Donc, c'est-à-dire de plus, c'est un coût évidemment pour nous, hein, c'est pas une bonne nouvelle, c'est un coût évidemment pour la France. Et même vis-à-vis de la Grèce, donc il y a quelques semaines, on a touché le taux grec, il y a une dizaine de jours à peu près, et puis ensuite on est dépassé au-dessus, et voilà, et là on se maintient, vous voyez, c'est les chiffres de ce matin, on est quasiment au même niveau, à peu près plus de 3% sur le taux d'intérêt 10 ans de la France et de la Grèce. Donc c'est quand même assez... Encore une fois, bien sûr, la France, ce n'est pas la Grèce. Mais enfin, je me souviens au début de la crise grecque, nos amis grecs disaient la Grèce, ce n'est pas l'Argentine. Et on a vu comment ça s'est terminé. Donc, bien sûr que la France, ce n'est pas la Grèce, il y a des actifs, etc. Sauf que la croissance est en train de s'effondrer, ce qui va évidemment nous coûter cher. Parce que quand on me dit oui, mais on peut... Ça va être littéralement le domino. Vous allez voir, ça va être à partir du moment où ça va péter, ça va être juste un tout petit coup, tac, et c'est parti. Et c'est parti. Basiquement, tout est tellement aggloméré ensemble que quand une seule pièce va tomber, ça va s'effondrer, ça va être la catastrophe. Et là, croyez-moi, ce qu'il y a là, c'est rien du tout, hein. Ce qu'il dit là, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle par rapport à ce qui vient. C'est que dalle. Oui, mais s'il y a moins de croissance, mais mécaniquement, il y a moins d'impôts. Vous voyez, donc c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Et justement, les chiffres sont sortis ce matin, les chiffres des directeurs d'achat sur l'enquête du mois de décembre. C'est la première estimation. Et malheureusement, la récession perdure. Regardez bien, cela fait 19 mois, hein, à part pendant les Jeux Olympiques, il y a eu un petit rebond sur un mois, 19 mois que l'indicateur des directeurs d'achat est sous la barre des 50. Je vous rappelle donc comment ça fonctionne. Là, c'est l'indicateur des directeurs d'achat, tout secteur confondu. Il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est le recul de l'activité. Vous voyez bien, 19 mois. Alors, c'est vrai qu'on a eu, bizarrement, la courbe bleue, c'est le PIB ici. Vous voyez, c'est la croissance du PIB. Ça, c'est l'indicateur avancé. Là, ça n'a pas marché. Il y a eu certainement une petite gonflette du PIB, peut-être qu'on saura un jour, on aura un jour les vrais chiffres, tu vois, toujours est-il que ça ne fonctionne pas. Alors ça fonctionne avec tous les pays, c'est très bien corrélé, la zone euro, etc., sauf pour la France. Bon, miracle de David Copperfield, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Et là, évidemment, la courbe bleue, le PIB va très fortement chuter dès le 4e trimestre, et également au premier trimestre 2025, donc 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. C'est justement la définition de la récession. Et même la Banque de France vient de lire il y aura 0% de croissance au 4e trimestre. Ça sera évidemment certainement négatif. Il peut toujours avoir des coups de baguette magique, mais bon, là, ça commence à bien faire. C'est plus sérieux, si vous voulez. D'ailleurs, on le voit bien, parce que s'il n'y a pas de recettes fiscales... Ça, le PIB, je pense que ça a dû être des investissements de l'État ou un truc comme ça. Il y a dû avoir un truc comme ça pour, encore une fois, maintenir le bateau à flot. Mais là, moi, honnêtement, je vois pas ça s'améliorer. Regardez-moi ça. Là, en 2020, du coup, ça c'est pendant le Covid. Et il y a eu, du coup, les crises avant,
les crises avant. Bon, il y a eu 2008 et tout ça. Malheureusement, 2008 n'est pas présente sur le graphique. Ça aurait été génial. Mais voilà, on est dans la méga chure. Méga chure. Parce que là, c'est vraiment la définition de la récession, même si pour l'instant, c'est doux. Doux, entre parenthèses, même si moins 4%, 4 sur 50, croyez-moi, ça pique. Hein. C'est gigantesque. Mais ça va continuer de baisser. Monsieur le maire dit oui, il n'y a pas eu assez de recettes fiscales. Ben oui, parce que quand on regarde les projections de recettes fiscales, on les fait par rapport au PIB. Donc si on croit qu'il y a de la croissance alors qu'il n'y en a pas, ben mécaniquement, il n'y a pas les recettes fiscales qu'on aurait pu escompter. Vous voyez, c'est QFD, hein, c'est tout simplement, on ne peut pas cacher la vérité éternellement. C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc ça, c'est pour l'ensemble des secteurs d'activité. Ben, regardez bien, dans l'industrie, je sais qu'on nous a beaucoup bassiné, excusez-moi l'expression, avec... Parce qu'attention, il y a deux secteurs de consommation. Il va y avoir les services et l'industrie. L'industrie, c'est la création de biens. Le service, c'est tout ce qui est service, c'est-à-dire le paysagiste. Bon ouais, c'est ça, ça va être le paysagiste, le plombier, l'électricien, le secteur de tout ce qui est bâtiment. Voilà, ça va compter comme du service. Du coup, l'industrie, c'est ce qu'on peut vendre aux autres pays. Du coup, c'est de l'argent qui rentre. Les services, c'est juste de la consommation, entre parenthèses. Et là, dans ces deux trucs-là, si notre industrie coule, on est mort. Les services, on s'en bat les couilles. C'est pas ça qui rapporte de l'argent. C'est le service, c'est du coût de fonctionnement. C'est très différent. Et que la réindustrialisation, c'était très bon, on est tous d'accord, mais c'était que du marketing. Regardez bien l'industrie française. Et voilà. C'est horrible, l'indicateur des directeurs d'achat. Et là, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on a bientôt atteint l'équivalent de 2008. Et là, en fait, on est en dessous, mais sur une période qui est très très longue, du coup, ça augmente. C'est-à-dire que si on répercutait la courbe elle-même, qu'on additionnait la baisse et qu'on la mettait sur la même période que 2008, c'est-à-dire à peine un an, en un an, on arrive au même niveau que 2008 en termes de baisse, sauf que là, c'est plus long, c'est plus doux comme chute. C'est pas une chute brutale. 2008, ça a été boum, ça a été d'un coup. Alors que là, non, là, c'est une chute douce, ce qui fait que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte d'à quel point on est dans la merde. Qui s'effondre à 41,9. Si on enlève la période de coronavirus, bon évidemment on était tous enfermés, hein, donc juste pendant le confinement, un plus bas, regardez bien, depuis la récession de 2009. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'industrie française. C'est une vraie bérésina malheureusement. Donc évidemment, tant qu'on a autant de pression fiscale, autant de pression réglementaire, autant d'inquiétudes sur l'avenir, ça ne va pas arranger la situation. Donc ça, c'est très très inquiétant parce que derrière, bien sûr, il y a des défaillances d'entreprises, donc il y a du chômage. Donc c'est vraiment une crainte très élevée, notamment dans l'industrie malheureusement. Il faut vous accrocher, hein. Je parle aux chefs d'entreprise, évidemment, que je rencontre quasiment tous les jours. Bien sûr, ça ira mieux, il faut résister parce que comme beaucoup sont en train de disparaître, ceux qui restent vont rafler la mise. Mais c'est vrai qu'en attendant, c'est extrêmement dur, ouais. Et notamment ça pour va les être salariés et donc pour le chômage qui est en train d'augmenter. Même si on regarde donc dans les services, alors il y a eu un petit évidemment à-coup positif pendant les Jeux Olympiques et là on reste, alors il y a une petite légère hausse sur les services, mais on reste. Ça va être tout ce qui est hôtellerie, c'est littéralement ça en fait. C'est pour ça qu'il y a eu un petit pic de hausse au moment des JO, quoi, c'est tout. Hein. C'est juste ça. Il y a juste un petit pic, mais sinon les services, c'est tout ce qui est plomberie, électricien, voilà, littéralement les jobs normaux, quoi, on va dire. Enfin, normaux entre parenthèses, avec tous les artisans et tout ça. Et là, même au niveau des services, c'est pas bon. C'est la preuve que les gens sortent moins. Les gens font moins appel aux plombiers, moins appel à l'électricien, il y a moins d'activité dans tout ce qui est paysage, bâtiment. Donc c'est vraiment une chute sur tous les secteurs confondus. Ça pique. Reste toujours largement sous la barre des 50. Donc voilà le drame là aussi. On a une situation de récession dans l'industrie, dans les services et pour l'ensemble des secteurs d'activité. Merci la dissolution, merci tous nos dirigeants depuis des années qui nous ont laissé croire que c'était les 30 glorieuses. Alors évidemment, nous, vous connaissez la réalité parce que vous écoutez notre chaîne, mais beaucoup malheureusement l'ont cru et maintenant ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ah, on avait dit plein emploi, ah, mais le chômage est en train de flamber. Tout ça parce qu'on a menti. Il faut arrêter de mentir aux Français, il faut leur dire la vérité. Alors, non, mais honnêtement, si vous êtes assez con pour croire ce que disent ces clowns, c'est là, je sais pas là. Honnêtement, je sais pas ce que je peux faire pour vous. Hein. Moi, je peux rien faire. Personne ne peut plus rien pour vous. Si vous croyez encore les saloperies qu'ils vous racontent à la radio,
ou même ailleurs, hein. Si vous écoutez la radio depuis quelques années, hein, c'est depuis que Macron est arrivé, donc depuis 2017. Hein. Si vous écoutez encore ce qui vous chante à la radio, honnêtement, c'est que vraiment vous avez des problèmes. Hein. C'est que vraiment là, il est grand temps de se réveiller, de se coller un bon gros pain dans la tronche comme ça, tac, voilà, bien comme ça, là. Vous vous mettez KO pendant une journée, et après vous allez être réveillé. Hein. C'est juste pas possible. Pire, c'est que la Banque centrale européenne, comme d'habitude, elle essaye de sauver les meubles une fois que la tempête est passée. On voit bien que c'est évidemment trop tard. Regardez bien, la semaine dernière, donc la Banque centrale européenne a baissé son taux d'intérêt. Alors, notamment le taux Réfil est tombé à 3,15%, ce qui est un plus bas depuis mars 2023. Vous voyez, il est ici. Très bien. Sauf que, ça c'est l'inflation hein, dans la zone euro, elle a augmenté au mois de décembre. Donc c'est pas crédible. L'inflation augmente et la BCE baisse les taux d'intérêt. Eh bien oui, comme ici, rappelez-vous, quand l'inflation flambait, elle ne voulait pas augmenter les taux d'intérêt. Elle l'a fait qu'en juillet 2022, donc beaucoup trop tard. Donc elle est toujours en retard, malheureusement. Il y a une erreur de diagnostic, de l'amateurisme, enfin je ne sais pas trop, pour faire plaisir peut-être au marché ou aux dirigeants politiques. En tout cas, la BCE, malheureusement, n'est pas aujourd'hui crédible. Et c'est ça qui est très dangereux. Et d'ailleurs, là aussi, eh bien, les marchés ne sont pas dupes. L'euro est en train de chuter, de continuer de chuter. Et là, au moment où je vous parle, il est repassé sous les 1,05 $ pour un euro. On voit bien cet effondrement de l'euro-dollar en quelques mois. Alors bien sûr, il y a eu un effet Trump, etc. Mais c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, comme la BCE baisse les taux d'intérêt, c'est-à-dire que l'euro est moins bien rémunéré. Donc on n'a pas envie d'acheter de l'euro. D'autant que la France est en pleine crise. Et là aussi, pour les investisseurs, ils se disent, bon, à quoi bon? Oui, c'est ça. C'est de l'argent qui apparaît de nulle part. Donc forcément, s'il y a de l'argent qui apparaît de nulle part, bah, il perd de sa valeur. C'est pour tout. Hein. Plus il y en a, moins ça vaut. C'est tout simple. Hein. Ce qui fait la valeur d'un bien, c'est sa rareté. Hein. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'est juste ça. Hein. Plus il y en a, moins ça vaudra. Voilà. Aller investir sur la zone euro et sur la France. Donc ça limite là aussi, je dirais, le niveau de l'euro. Donc... Là, juste là, pour que vous puissiez comprendre en gros ce qui s'est passé entre 2020 et 2022, c'est là en fait où il y a eu Trump en gros, que l'administration Trump en gros, ou même Biden, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imprimé des tonnes et des tonnes de dollars, ce qui fait que la quantité de dollars en circulation a augmenté d'une manière colossale en très peu de temps en fait. C'est pour ça que l'euro a monté autant par rapport au dollar. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça et après bah, ça a été la chute libre vu que c'est nous qui avons dû imprimer des euros. Voilà, c'est juste ça. Hein. Plus il y en a d'une monnaie, plus sa valeur par rapport aux autres va diminuer. C'est tout bête. L'euro qui baisse. Sauf que quand l'euro baisse, bien sûr, il y aura un peu plus d'exportation, c'est bien. Mais si l'euro baisse trop, évidemment, ça va faire augmenter l'inflation importée. Donc ça va faire augmenter l'inflation globale. Donc en baissant les taux d'intérêt comme le fait la BCE aujourd'hui, elle va malheureusement alimenter l'inflation de demain, et s'il y a plus d'inflation, il y aura encore évidemment moins de consommation, car moins de pouvoir d'achat, ce qu'on appelle la stagflation, stagnation économique et inflation élevée. Merci là aussi nos dirigeants qui sont vraiment très très loin encore une fois du compte, et c'est quand même triste parce que, encore une fois, vous voyez, on le voit, l'économie c'est pas sorcier, hein, c'est du bon sens, et quand on ne fait pas de bon sens, quand on fait passer le dogmatisme avant le pragmatisme, voilà ce que ça nous coûte malheureusement. Alors, dans le même temps, c'est vrai que l'inflation augmente aussi aux États-Unis. Hein, ça, c'est pour montrer que la Réserve fédérale ne pourra pas baisser trop fortement les taux d'intérêt. Vous voyez, on est à 2,7% sur l'inflation globale, donc plus que chez nous d'ailleurs. 3,3% pour l'inflation hors énergie et produits alimentaires. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, les salaires augmentent de plus de 4% par an, donc ça permet de limiter les dégâts, mais tout de même l'inflation est toujours là. Et donc la Réserve fédérale qui a déjà commencé à baisser les taux, je sais que beaucoup nous disent oui, elle va encore le faire, elle va encore baisser les taux d'intérêt pour faire plaisir à Trump, etc. Non, non, elle ne pourra pas trop baisser les taux d'intérêt parce que l'inflation augmente. Donc déjà, il n'est même pas à son objectif d'inflation qui est à 2%, là on est à 2,7 et ça continue d'augmenter. Et donc la Réserve fédérale va être obligée de limiter sa baisse des taux d'intérêt. Donc ce qui veut dire que l'écart de taux d'intérêt entre le dollar et l'euro va rester largement à l'avantage du dollar, et donc l'euro va encore baisser. Donc je maintiens ma prévision pour la fin d'année, début 2025, l'euro sera à 1 $ pour 1 euro certainement, sauf miracle, mais globalement voilà ce qui est en train de se produire et ce qui va générer bien sûr une inflation qui va augmenter. Voilà la situation actuelle donc, de la France, de la zone euro, donc, qui est bien sûr encore une fois en danger. Disons-le, nous sommes tous en danger et comme malheureusement, notamment pour nous Français, je ne vois pas comment on va changer et on va inverser la tendance jusqu'à qu'il y ait d'autres élections législatives, voire présidentielles,
ben, nous sommes bloqués au moins pendant 6 mois, jusqu'aux prochaines élections législatives, c'est-à-dire pas avant l'été prochain. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça, et ce qui veut dire qu'il va falloir souffrir, faire le dos rond, en attendant que ça aille mieux, mais encore une fois, tous ces drames ne sont que des conséquences des erreurs de nos dirigeants depuis des années. Ils n'ont pas voulu m'écouter, notamment, mais pas que moi, d'autres aussi, et voilà, aujourd'hui, où nous en sommes malheureusement, c'est bien triste. Donc dans ce contexte, est-ce qu'il faut acheter de l'or? Eh bien oui, toujours, j'ai envie de dire, parce qu'on comprend bien que la crise est toujours là. Donc c'est vrai que l'or est monté à 2786 $ l'once le 30 octobre 2024. Là, il a baissé un petit peu. Là, au moment où je vous parle, on est à 2662 $. Mais il faut toujours garder... Oui, actuellement, ça a baissé un tout petit peu parce que Trump est arrivé justement à gagner l'élection aux États-Unis. Ce qui fait que basiquement, les investisseurs ont enlevé un peu d'or pour remettre dans les États-Unis parce qu'ils savent que pendant Trump, va forcément y avoir des entreprises qui vont vraiment exploser en termes de gains. Donc, basiquement, les investisseurs, ils vont où il y a l'argent. Et là, il va y avoir de l'argent à se faire sur les 4 ans pendant lesquels Trump va être présent du coup au pouvoir. Hein. Ça, c'est un truc qui est hyper simple. C'est que malheureusement, on peut détester Trump. Hein. Vous pouvez le détester autant que vous voulez. Malheureusement pour vous, les chiffres parlent pour lui. Il a été un bon président en termes d'économie et tout ça. Il a fait vraiment de bons trucs. C'est pour ça d'ailleurs que pendant qu'il était président, il y a eu beaucoup d'entreprises et d'investisseurs qui se sont fait des couilles en or grâce à lui. Et c'est sûrement ce qui va encore arriver. Et c'est ce que veulent les investisseurs. Et quand les investisseurs veulent, ça arrive. Ne rêvez pas, vous n'avez aucune idée, encore une fois, du pouvoir des investisseurs. S'ils se décident à se mettre tous ensemble sur quelque chose, croyez-moi, ça va péter. Et ça va augmenter, ils vont se refaire des couilles en or encore. Voilà, c'est ce qui va se passer. C'est pas sorcier. C'est ce qu'il dit, l'économie, c'est quelque chose qui est hyper simple. C'est du niveau de budget et de calcul qui est au niveau du maternel. C'est du maternel, 1 plus 1 égale 2. Et pas 3 ou 4, c'est 1 plus 1 égale 2. Ça marche comme ça, c'est très 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 simple. Il n'y a rien de difficile. C'est juste qu'en gros, ils essaient de vous faire croire, tous les gras de papier et tout ça, que c'est compliqué parce que justement, pour éviter que vous vous y intéressiez. C'est juste pour ça. Hein. Tout est rendu compliqué, mais en réalité, c'est très très simple. Cette fameuse poire pour la soif, c'est une protection contre tous ces dangers qui nous environnent, en particulier pour nous en France et évidemment dans la zone euro dans son ensemble. Pourquoi? Parce que si je regarde l'or en euros, eh bien là, l'or en euros reste quasi toujours sur des sommets historiques. Il a baissé en dollars, mais comme dans le même temps l'euro a baissé, évidemment, donc ça veut dire que finalement l'or continue de battre des records, hein, y compris en euros. Donc c'est toujours a fortiori encore plus important pour nous, je dirais, français et européens, va-t-on dire, de garder de l'or pour protéger notre épargne. Donc gardons cette poire pour la soif. Toujours je le dis, 15% de notre portefeuille, c'est déjà plutôt pas mal. Ça nous permettra justement, oui j'en transpire tellement ça me donne des sueurs froides ce qui est en train de nous arriver, et ce qui nous permettra justement de nous protéger contre la crise qui est déjà là et qui va mal. Je partirais même sur 20% moi. Et surtout pas, si vous voulez investir, ce serait aux States. Actuellement, ce serait le meilleur endroit où aller. Trouver des entreprises qui sont pas trop dans la merde et qui pourraient remonter pendant les 4 ans à venir sous l'administration Trump. À partir de là, notamment le pétrole. Alors ça va être les sociétés en pétrole aux States. Ça, croyez-moi, elles vont monter. Ça, c'est indéniable parce que lui-même, il veut investir là-dedans. Donc, il y en a forcément qui vont péter. Et voilà, si vous voulez investir, ce sera aux States. Pour vous protéger parce que pendant que vous le pouvez encore et que l'euro a encore assez de valeur en fait pour investir justement aux États-Unis et de l'or mais acheté en euros. Voilà, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire. Espérons que ça ira mieux normalement à partir du second semestre 2025. Mais pour l'instant, mieux vaut tenir que courir. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle de la semaine? Franchement, j'en ai pas trouvé d'un point de vue économique. On aurait pu parler de l'Argentine qui va un peu mieux, mais je ferai une vidéo express sur ça justement certainement pendant les fêtes. En fait, la bonne nouvelle, voilà, elle nous concerne, nous toutes et tous, j'ai envie de dire, parce que voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais sortir un nouveau livre. Voilà, qui s'appellera... En effet, c'est pas une super nouvelle. Hein. Si c'est ça ta bonne nouvelle, honnêtement, ça pique un peu quand même. Hein. C'est qu'on est vraiment en train de faire le fond de tiroir. Là, c'est comme si, oh, j'ai retrouvé 1 centime, punaise. On va rien pouvoir acheter, mais c'est 1 centime quand même. Donc voilà, la vidéo elle dure déjà depuis très longtemps, donc je ne vais pas
pas cherché à faire plus que ça, comme d'habitude. Dès que je fais une vidéo réaction, ça double la longueur. Donc bon, bah, j'espère qu'il y en a certains qui auront le courage d'aller jusqu'à la fin. Mais basiquement, voilà d'à quel point on est dans la merde. Gardez bien vos yeux ouverts, hein, parce que là, bah, malheureusement, c'est ce qui va nous arriver, tout ça. Hein. C'est pas fini. Moi, je prédis justement, bah, ça va péter à peu près juin, juillet, août. Voilà, c'est là où ça va vraiment craquer pour de vrai et que ce sera plus possible de cacher la vérité. Et c'est là au moment où tout le monde va se dire « Oh mon Dieu, on était en récession depuis aussi longtemps !» Oh, voilà. La réaction de tous les imbéciles qui sont complètement aveugles. Mais ça, je m'y attends encore une fois. Et croyez-moi, là, va y avoir des claquettes que je vais distribuer. Là, ça va y aller par contre. Là, je vais me faire plaisir. Hein. Je peux vous dire que va y avoir des targets qui vont être distribués. Donc voilà, moi, je vais vous dire à une prochaine vidéo parce que celle-ci a duré un peu trop longtemps. Je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bonne journée surtout. Amusez-vous bien en entreprise. Salut!